Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui nous allons parler de démocratie, de libéralisme, de dette et d'esclavage ou la supercherie de la démocratie libérale. Nous sommes avec Fadi Kassem. Bonjour. Alors, il va y avoir présentation de Fadi et puis on va dérouler le plan. Ou alors on déroule le plan tout de suite. Si tu veux. Ouais. Première partie, étymologie de la démocratie. Ça vient d'où ce mot démocratie? Quel concept est derrière? Deuxième partie, l'opposition entre démocratie et libéralisme avec définition du libéralisme, avec Mandeville, avec Adam Smith, avec cette notion de liberté derrière le libéralisme. Je suis libre, je veux. Rien ne peut s'opposer à ma volonté, surtout pas la loi du plus grand nombre. Donc derrière, c'est l'égoïsme. Et puis cet égoïsme qui s'oppose au bien commun. Donc la troisième partie sera démocratie et esclavage. Et la quatrième partie sera quelle démocratie pour les pauvres. Le plus important finalement. Avec une petite citation, un petit passage de Lénine sur l'État et la Révolution en 1917, mais franchement d'actualité. Clairement d'actualité. À 100 ans d'écart, vraiment d'actualité, avec la nécessité de libérer le peuple français. Enfin, là, ce qu'on en tire, c'est la nécessité de libérer le peuple français et finalement tous les peuples de la planète. Tout à fait. De la dette, de l'usure et de la spéculation, le pire du capitalisme. Parce qu'il y a aussi le capitalisme entrepreneurial. On en profite, on est dans un petit rad. Il y a aussi des bons côtés au capitalisme. Nous en reparlerons. Voilà, bon, on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est bien. Fadi Kassem, on va commencer par la présentation. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors déjà, merci encore aux Gilets jaunes constituants de l'Essonne du 91 pour cette nouvelle vidéo. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec vous. Et quand je dis avec vous, c'est pas seulement avec vous, c'est avec tous les auditeurs. Alors, en ce qui me concerne, on est dans un coin que je connais bien, Versailles, parce que j'y ai fait mes études au lycée. Et puis après une année de prépa, j'ai fait Sciences Po Paris. C'est donc une école que je connais bien. Comme Macron. Et tout à fait, et c'est pour ça que je peux en parler d'autant plus facilement, parce que je sais parfaitement comment fonctionne cette école et comment fonctionne la mentalité de cette école dont est parfaitement représentatif Emmanuel Macron. De ces aristoïdes, de ces meilleurs entre guillemets. C'est un petit peu ça, mais sauf que bon, le problème de meilleur, reste à savoir sur quelle base. Ça, on va y revenir. Donc t'es prof, t'es agrégé? Alors je suis devenu prof après mes études à Sciences Po Paris, j'ai passé l'agrégation d'histoire. Bon, je ne l'ai pas eu du premier coup, ce qui est déshonorant et ni bon voilà, mais je suis donc prof agrégé d'histoire et depuis j'enseigne dans le secondaire et je donne aussi des cours pour les élèves qui tentent des concours dont celui de Sciences Po. Et tu as fait passer pendant 4 ans le concours du CAPES. Tout à fait, j'ai été membre du jury de CAPES, je l'ai intégré en 2015 pour les épreuves écrites et puis j'ai été membre du jury de CAPES d'histoire-géographie de 2016 à 2019 inclus, 4 années. Voilà. Donc ton métier, c'est l'histoire géo. Tout à fait. Ta passion, c'est l'histoire. Oui. Avec une petite tendance marxiste-léniniste, ça on verra. Oui, en effet. J'ajoute d'ailleurs, puisque tu dis ça immédiatement, que j'insiste là-dessus un tout premier point. C'est vrai que c'est souvent présenté comme de l'idéologie. Moi, je rappellerai simplement que le marxisme, c'est à la base de socialisme scientifique. Et j'insiste sur l'aspect scientifique de la chose. Ce qui est important, c'est au-delà des sensibilités de chacun. Nous sommes d'accord. C'est vraiment c'est génial, c'est que tu nous partages du savoir, de la data, de la donnée sur quelque chose qui nous concerne, parce que tout le monde parle de démocratie, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on met derrière le concept? C'est un peu fumeux, parce qu'on a passé quand même quelques années derrière l'écran à regarder Hanouna ou autre. Donc c'est un peu compliqué. Derrière libéralisme, on met quel concept? Derrière démocratie libérale, on met quel concept aussi? Donc c'est aussi important d'avoir le retour de professionnels, d'universitaires, de personnes qui connaissent les dates, les citations, toute cette filiation des idées qui nous amène finalement à la situation merdique, voire catastrophique actuelle.
Donc, en tout cas, merci de tout ton temps. On va commencer par la première partie, l'étymologie du mot démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Alors, bon, évidemment, on peut partir dans trois sens. Il y a la racine grecque. Il y a la racine grecque, démos, le peuple, ce qu'on appelle le peuple, et kratein, le pouvoir. Bon, ça c'est le premier sens de base que tout le monde connaît. Le deuxième sens, c'est pas tout à fait un deuxième sens, ça découle du premier, c'est la fameuse formule que tout le monde connaît et tout le monde aime bien citer. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que le pouvoir appartient au peuple, qu'il l'exerce pour lui-même, pour ses intérêts à lui, et qu'il l'exerce par lui-même. Par lui-même, ça veut dire soit directement par le biais, bon, ce qu'on peut appeler, oui. Alors en écrivant et en votant ces lois? Ça peut être comme ça, mais dès lors, le véritable problème qui va se poser, parce que ça va pousser à la question de la démocratie libérale, c'est en imaginant qu'il y ait des représentants. C'est-à-dire que ça ne se passe pas de manière directe, de manière indirecte. Parce que pour l'instant, on a des représentants qui écrivent les lois, Tout les à fait. votent, Oui. se servent au passage, ronflent dans les différentes assemblées, sont grassement payés, et on n'a aucun moyen de contrôle ou de rétro-contrôle sur ces personnes. Il n'y a pas de mandat impératif ni révocatoire. C'est bien le problème, tu viens de dire, c'est qu'il n'y a pas de contrôle dans le fond. Pourquoi? Parce que le vote a été considéré comme étant, j'allais dire, l'extrême onction de la démocratie, c'est-à-dire dans le fond, comme la légitimité cardinale absolue qui fait qu'une fois que vous avez voté, pendant 5 ans, il faut se taire. Et accepter que ceux qui ont été élus... Une délégation du pouvoir total. Oui, mais là, c'est même plus une délégation totale, tu as raison. C'est-à-dire, dans le fond, on accepte de perdre le pouvoir pendant 5 ans. C'est pas du tout ça, la logique de la démocratie. Et pourtant, c'est exactement ce que les défenseurs de la démocratie libérale veulent faire entendre aujourd'hui au peuple contestataire. Alors, démocratie libérale, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la démocratie de marché chère aux néoconservateurs américains qui essayent d'imposer à travers toute la planète? Cette démocratie, finalement, de la société de consommation, c'est la même chose? Ça se recoupe. Mais pour cela, ça nécessite fondamentalement de distinguer deux termes qui, en réalité, sont antinomiques. La démocratie, d'une part, ce qu'on vient de dire, et le libéralisme. Alors, on va revenir un tout petit peu après sur le libéralisme. Bien sûr. Là, c'est sur le mot démocratie. Oui. Les élites aristocratiques puis bourgeoises ont toujours été très frileuses avec le terme démocratique, enfin de la démocratie. La révolution démocratique de 1789 a été une révolution bourgeoise. Alors, c'est une révolution bourgeoise. 1789 porte beaucoup de contradictions. Il faut bien comprendre qu'en 1789, il est incontestable que la bourgeoisie est au premier plan. Pourquoi? Parce que ce qu'elle veut, c'est le pouvoir politique. Voilà ce qu'elle veut. Et ce pouvoir politique, quel est le problème? C'est que il est, on va dire, accaparé à cette époque par l'aristocratie qu'elle combat, ou en tout cas avec laquelle elle souhaiterait partager le pouvoir. Et donc elle va faire la révolution pour ça. Mais elle n'est pas folle, la grande bourgeoisie de cette époque. Si elle veut le pouvoir, c'est pas pour le partager avec le peuple, ce qu'on appellerait le peuple, c'est-à-dire les sans-culottes, les petits artisans, les petits commerçants, les ouvriers urbains, les ouvriers ruraux, les petits paysans. Il n'en est pas question. Il s'agit de s'emparer du pouvoir et de changer de monopole par rapport au pouvoir. Cela étant, le problème de 1789 pour la bourgeoisie, c'est que comme elle fait une révolution au nom des libertés, c'est ce qu'elle dit, en tout cas pour elle, de l'égalité, c'est ce qu'elle dit, en tout cas uniquement pour elle par rapport à l'aristocratie, et de la fraternité, juste entre eux, pas avec le petit peuple. Le problème, c'est qu'elle va se laisser à un moment donné, ou plutôt elle va se retrouver débordée. Retrouver débordée par ceux qui sont de véritables démocrates, c'est-à-dire ceux qui veulent véritablement que le pouvoir soit exercé pour le peuple, par le peuple, et que ce soit un pouvoir qui émane de lui-même. Ça, c'est par la base, c'est les enragés, c'est ça? Alors, par rapport à ça, il y a un courant. Tu parles des enragés. C'est vrai que les enragés, les exagérés, alors les enragés, c'est Jacques Roux, l'abbé Jacques Roux. Les exagérés se regroupaient autour notamment de Jacques-René Hébert et de son journal Le Père Duchesne. Et puis, sans qu'il ait été exagéré dans le courant officiel, on va dire, il y avait Marat avant, Jean-Paul Marat. Effectivement, ces personnes défendent clairement
lutte contre la bourgeoisie qui s'est accaparé le pouvoir et dans le fond souhaite envoyer à la mort, notamment c'est très clair dans le Père Duchesne, les accapareurs, les spéculateurs, etc. Mais il n'y a pas que. C'est un bon programme quand même. Bah écoute, se débarrasser des spéculateurs, des affameurs comme on les appelle, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas que qui défendent ça. Il y a aussi Robespierre. Car Robespierre n'est absolument pas opposé, bien au contraire, aux droits de l'homme. C'est même celui qui cherche le plus à les mettre en application. Et là... Alors les droits de l'homme, pour tous, parce qu'il y a le droit de l'homme et du citoyen. Et du citoyen. Tu as raison de le compléter. Tu sais qu'on va avoir des francs-maçons, nous par exemple, on leur dit citoyens, les gars ils deviennent tout blancs, fait m'appelez pas citoyen. Eux c'est les hommes, nous, ouais, on est des citoyens, on est juste des contribuables. Tu insistes sur un point central. Robespierre est le grand défenseur de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il insiste sur le terme citoyen. Tous les révolutionnaires parlent en termes de citoyen. Pourquoi? Parce que la citoyenneté, c'est la base de l'égalité. Et l'égalité, c'est la base de la démocratie. C'est la base de la démocratie. Ça, Robespierre est l'un des plus grands défenseurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, le problème étant, à l'époque, qu'elle se pose de la manière suivante. Pour qu'il y ait véritablement démocratie, il faut qu'il y ait véritablement application des concepts qui ont été adoptés dans ce texte du 26 août 1789. Et on ne peut pas les appliquer comme ça. Alors, démocratie, pas seulement pour une minorité, mais pour l'intégralité du peuple. C'est la volonté générale. Le bien commun. C'est synonyme. C'est l'expression de la volonté générale au nom du bien commun. À l'époque, Robespierre utilise le terme de vertu. C'est la vertu. Et ça tend, la vertu publique, c'est cette volonté générale. Alors là, on va passer à la deuxième partie, l'opposition entre démocratie et libéralisme, la supercherie de la démocratie libérale qui nous est vendue par tous les politiques actuels et surtout par l'Europe. Et on va commencer cette partie très importante par une citation de Mandeville de 1714. Tout à fait. Bernard Mandeville, c'est un... Je veux le dire rapidement pour les auditeurs, c'est un philosophe, économiste néerlandais libéral, je précise libéral. Et donc c'est la fable des abeilles, c'est bien ça. Il a publié en 1714 la fable des abeilles, et ce qui est intéressant, c'est la suite du titre, où les vices privés font la vertu publique. Où les vices privés font la vertu publique. Et ça, c'est le tout premier libéral. Ça, c'est la base conceptuelle du libéralisme. Bon, je dirais, en tout cas, il y en a peut-être eu avant qui ont pu formuler un peu de la même manière, mais le premier texte véritablement qui sert d'inspiration, y compris à Adam Smith, le père du libéralisme, qui est célébré tout le temps par les dominants actuels, c'est très clairement Mandeville. Et Adam Smith a repris ça, ce concept des vices privés. Par rapport aux brasseurs de bière, aux boulangers, c'est ça? Je lirai un passage tout à l'heure aux auditeurs. Tu veux qu'on le fasse tout de suite? Parce qu'il est assez croustillant le passage. Et donc en fait, ce qu'il dit grosso modo, c'est pas parce que le vent... Enfin, je vais avoir une bonne bière ou un bon pain, c'est pas parce que ils sont... le boulanger et puis le brasseur attribués de bonnes vertus, en fait. C'est parce qu'ils sont simplement égoïstes. Égoïsme, c'est le maître mot. C'est le maître mot parce que quand on lit les discours de Mandeville, les textes de Mandeville, les textes de Smith, c'est le terme d'égoïsme qui revient. On se fait le texte de Smith? Alors, ce que je propose même, c'est à la limite de commencer par lire la citation de Mandeville pour ensuite lire le passage sur Smith. Excellent. Parce que Mandeville, je répète, c'est 1714. Et il explique que dans le fond, le principe de la fable des abeilles, c'est que chaque abeille... elle cherche avant tout à se battre pour elle, etc., dans un réflexe de survie, hein, précisons-le quand même, et que dans le fond, en pensant à soi, c'est une fable, hein, on est bien d'accord, mais que si chacun pense d'abord pour soi et avant tout pour soi est égoïste, et bien à partir de là, cela fera la vertu publique. Et il résume cette logique par la citation suivante, Mandeville. Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiez pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être. Donc le plus possible à chaque fois. Car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens.
d'accord, je vais aller acheter un yacht et je vais faire le bonheur de ma nation, de mon producteur de yacht, la prospérité de ma nation plutôt, et le bonheur de mes concitoyens, quitte à vendre mes photos dans un gala ou un voici. C'est l'argent qui ruisselle des pauvres, enfin des riches sur les pauvres. Oui, enfin l'argent qui ruisselle des riches sur eux-mêmes en fait, parce que ça ne ruisselle jamais en réalité sur les pauvres. C'est comment Reagan a vendu en fait. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que tu as dit, ce que je viens de vous lire, ce passage de 1714, se retrouve dans une formule différente sur la forme, mais exactement similaire sur le fond, dans le grand ouvrage d'Adam Smith, La richesse des nations, de 1776. Je vous lis juste ce passage du livre 1. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils portent à leur intérêt. Et le passage intéressant y suit. Ne nous adressons pas à leur sens de l'humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Nous sommes dans une logique purement utilitariste, égoïste, et c'est la base du libéralisme. Et le problème, c'est que l'égoïsme s'oppose à la volonté générale. Au bien commun, tu veux dire? Au bien commun. Je dis la volonté générale parce que c'est l'expression qui est utilisée à l'époque, mais c'est synonyme encore une fois. C'est l'expression utilisée à l'époque par Jean-Jacques Rousseau, qui lui défend la démocratie, et Jean-Jacques Rousseau est repris par qui? Par Robespierre, notamment. Et donc on voit très clairement cette opposition entre l'égoïsme, qui s'appelle le libéralisme, et la volonté générale, le bien commun, qui s'appelle la démocratie. Alors, le libéralisme, c'est culturel, c'est politique, et c'est aussi économique, surtout économique. Surtout économique. Mais c'est aussi un volet culturel. Est-ce que tu peux en parler du volet culturel du libéralisme, ce qui nous amène vers le côté libertaire? Alors, je vais y venir. Simplement, j'insiste sur, afin que il faut être très clair sur les concepts. C'est vrai que quand on pense à libéralisme, on pense tout de suite à liberté. Et donc c'est très confusionniste, parce que dans le fond, on peut se dire, bon, bah, un libéral, par définition, il défend la liberté avec un grand L. Moi, je dirais qu'il défend des libertés, pas toutes, et avec un petit L, ce qui est déjà une différence. Il y a un libéralisme politique, économique, culturel, comme tu viens de le dire. Je préfère prendre dans l'ordre de ce qui est le plus confus, mais je vais venir au culturel, je ne l'oublie pas. Politique. C'est vrai que très souvent, le libéralisme politique est présenté comme le fait qu'on va défendre des grands principes de liberté pour tout le monde, c'est-à-dire la liberté de créer un parti politique, la liberté de créer un journal, donc il y aura plusieurs partis, il y aura plusieurs journaux, etc. Bon, très bien. Alors, sauf que ça renvoie à un deuxième problème du libéralisme. Créer un journal, le faire tourner. Il faut des sous. Bravo, il faut des sous. Et c'est là où on en vient au problème du libéralisme, c'est que le libéralisme économique, ce qui est la deuxième définition, lui il explique que les sous, on fait ce qu'on veut, comme on veut, et on en obtient autant qu'on veut, comme on le souhaite. En exploitant autant qu'on peut le collègue d'à côté. Mais évidemment. En spéculant, voire en faisant de l'esclavage. Oui, parce que, et là j'en profite pour donner une référence aux auditeurs. Il y a un historien et philosophe italien qui est mort il y a quelque temps, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est décédé. En tout cas, il s'appelle Domenico Losurdo, L-O-S-U-R-D-O. Domenico Losurdo. Et il a publié un ouvrage qui s'appelle Contre-histoire du libéralisme. Et qu'est-ce qu'il démontre? À juste titre, que le libéralisme, c'est l'idéologie défendue par les propriétaires d'esclaves, par ceux qui exploitent les travailleuses et les travailleurs d'Irlande, qui était d'ailleurs à l'époque une colonie aussi pour les Anglais, précisons-le, bien sûr africains déportés en Amérique, ce qui deviennent les esclaves noirs, etc. Pourquoi? Pour satisfaire leur profit, leur propre volonté égoïste, la volonté de faire toujours plus de profit, parce qu'après tout, je suis libre, je veux faire du profit, je suis libre de le faire. C'est ton droit. C'est mon droit, c'est ma volonté. Si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est le triomphe de la volonté. Le triomphe de la volonté, c'est ce magnifique film tourné en 1934 par Leni Riefenstahl pour mettre en avant Adolf Hitler. Mais là, je suis un petit peu taquin. Ça touche aussi à la notion protestante de... Tu sais, quand les protestants sont arrivés en Amérique du Nord,
c'était le peuple élu. Enfin, c'était la terre, les Indiens, tout ça. Bah, finalement, ils géraient mal. Et puis, c'était à eux de mettre en prospérité ces terres, quitte à se débarrasser des Indiens, les exploiter, faire venir des esclaves d'Afrique. Tu viens de dire un truc fondamental. Pourquoi? Tu viens de parler du peuple élu. Tu viens de parler du fait de se débarrasser des gens qui ne valent pas le coup, en fait. Des gens de rien qui traînent dans les gares? Oui, oui, clairement. D'accord, ok. Non, mais clairement, on est dans cette logique. Et d'ailleurs, à ce sujet, je souhaiterais signaler, toujours du même auteur, il s'appelle Domenico Losurdo, encore une fois, j'insiste sur lui et je le conseille véritablement aux auditeurs. Je conseille de lire cet ouvrage parce qu'il a développé un concept qui s'appelle le concept d'Ehrenvolk. C'est en allemand, Ehrenvolk. Ehrenvolk, ça veut dire le peuple des seigneurs. Le peuple des seigneurs, ce sont ces gens dont on vient de parler, ces grands bourgeois, ces grands aristocrates, surtout la grande bourgeoisie. Ces grands propriétaires terriens. Ces grands propriétaires terriens. Pour nos amis en Martinique et à La Réunion, qui vivent encore sous leur coupe, parce qu'ils sont passés de la domination de la terre à la domination maintenant commerciale, avec les ports, avec les tribunaux de commerce, avec la franc-maçonnerie qui cloisonne complètement la vie politique locale. Et... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce peuple des seigneurs s'est développé, et c'est une réalité, le Ehrenvolk, s'est développé au moment de la colonisation, de l'exploitation d'Amérique, et ça a débouché sur l'idée que de toute façon, comment dirais-je, les seuls dignes d'avoir des libertés, les seuls dignes d'être véritablement libres, hommes libres, de ne pas être des esclaves, ce sont ces grands dominants, ce sont ces grands propriétaires. C'est les béquets en fait. Oui, et j'insiste dessus parce qu'ils ont racialisé à partir de là la pensée. Et puisque tu parlais de la colonisation, je renvoie à un passage toujours de Domenico Losurdo qui a publié un ouvrage très intéressant, enfin un article très intéressant en 2004, un article très intéressant en 2004 qui s'intitule « Pour une critique de la catégorie du totalitarisme ». Et je lis juste une phrase, un passage qui pose le problème. L'idée de Ehrenvolk constitue le cœur du nazisme. Elle renvoie à la théorie et à la pratique raciale du sud des États-Unis et plus généralement à la tradition coloniale de l'Occident. Cette idée est la cible principale de la révolution d'octobre, c'est-à-dire de la révolution bolchevique qui combat ceci. Et ce n'est pas un hasard si celle-ci appelle les esclaves des colonies à briser leur chaîne, etc., etc. Cette idée d'Ehrenvolk est totalement compatible, on aura l'occasion de parler plus tard, avec le libéralisme et le fascisme. Donc le libéralisme est aussi contre la loi, parce que si la loi, c'est la loi pour protéger le plus grand nombre, la loi de la volonté générale, la loi est contraignante. Eh bien, j'ai une petite anecdote à donner aux auditeurs. Il y a quelques jours, en écoutant même pas, je tombe par hasard sur une émission de France Inter, et j'entends Léa Salamé, on se passera de commentaires à son sujet, qui réalise un entretien avec François Ruffin, qui était dans ses propos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, Léa Salamé commence à dire mais attendez, mais si les gens veulent voyager à l'autre bout du monde, mais vous mettez la loi, la contrainte, mais c'est liberticide. La moindre loi qui fait partie de la volonté générale est considérée comme une contrainte liberticide. Bah, c'est Cohn-Bendit qui doit être content avec ça. Mais il est très heureux. Et je vais même aller beaucoup plus loin. C'est que depuis toujours, la réalité, c'est que le grand patronat industriel, banquier, etc., tous ces gens qui possèdent les grands moyens de production, de propriété, évidemment, la grande propriété des moyens de production, le gros capital, ont toujours dit attention, il ne faut pas vous mêler des affaires politiques. Vous, les gueux, en quelque sorte, les riens, les sans grades, il ne faut pas vous en mêler. Permettez-moi de citer un extrait d'une lettre d'Alfred Krupp, un des grands financiers de la Première Guerre mondiale pour l'Allemagne, un des grands industriels, des marchands de canons comme on les appelle, et qui d'ailleurs a continué après sous le nazisme. À un moment donné, dans une lettre qu'il écrit à ses employés, qu'il adresse à ses employés le 11 février 1877, il explique que oh là là, moi, ma famille Krupp, on a travaillé dur, et je précise, honnêtement, évidemment, sous-entendu, on n'a jamais exploité personne. Et il dit, voilà, moi j'essaie d'améliorer le sort de mes salariés, etc. Et puis qu'est-ce qu'il termine en disant quoi? Toutefois, et il s'adresse aux ouvriers,
toutefois, épargnez-vous de vous mêler des affaires de l'État. Conduire ces grandes affaires requiert plus de temps et de compréhension qu'il n'a été dévolu à l'ouvrier. Vous comprenez ? Les gens de peu, les gens de rien, ils ne peuvent pas se mêler des affaires Ils doivent d'État. rester devant Hanouna. C'est ça le libéralisme. Ils doivent rester devant Hanouna, parce que sinon, c'est les gilets jaunes, et puis ça nous amène à mettre ce système inique à terre. C'est le libéralisme. Le libéralisme, il est soutenu par beaucoup de personnes comme Frédéric Mitterrand, Cohn-Bendit, enfin on va dire du gauchiste culturel. Pourquoi ? Ils sont à la fois libertaires, voire criminels sur certains aspects, et puis ils soutiennent en fait le libéralisme. C'est quoi cette double face en fait, du libéralisme et puis du libertaire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles éthiques, il n'y a pas de règles morales. On se souvient de ce que disait Cohn-Bendit à la télévision, avec son passage dans une crèche en Allemagne. Là, ça tombe sous le coup de la loi. Enfin, c'est du bon sens, de tout. Enfin, en fait, mais oui. pour lui, c'est normal. Encore une fois, c'est le mot liberté. Il y a la perversion du langage. Le mot liberté, la question est de savoir à partir de quand un homme est-il vraiment libre. Pour ces gens-là, la question des rapports de force, de production économique, tout ça, ça ne se pose pas. Et au contraire, ils considèrent qu'on est libre à partir du moment où on est libre de faire ce que l'on veut, comme on le souhaite. Donc la loi, j'insiste, est une contrainte. Bon. Y compris la loi morale, la loi éthique. Oui. Et la loi naturelle. S'il le faut d'ailleurs. Alors, s'il le faut, en effet, s'il le faut, c'est-à-dire que dans le fond, l'homme est véritablement libre parce que c'est un être qui, par sa volonté, est capable de connaître au passage ses limites, ce qui n'est pas le cas, a priori, enfin en tout cas pas pour tout le monde, du moins, ça c'est sûr. Mais j'insiste sur la question que tu as posée. Ça c'est luciférien, ça. C'est le concept de Lucifer. Je dirais le porteur de lumière qui amène la lumière aux hommes, et puis les hommes s'élèvent à la hauteur d'eux-mêmes. Enfin, c'est très franc-maçon. Ils n'ont pas besoin de la révélation extérieure. C'est une révélation intérieure, en brisant tous les codes, les tabous, les trucs, etc. Disons, alors après, c'est plus compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier que les marxistes-léninistes, par exemple, insistent beaucoup sur l'idée de conscientisation. La conscientisation, elle est double. Elle est à la fois, certes, menée par une avant-garde qui agit pour le bien commun, mais en même temps, il ne s'agit pas de dire elle est exclusivement comme ça. La conscientisation, elle est double. C'est l'idée qu'on vous apporte quelque chose pour vous, et vous, en même temps, vous faites l'effort d'aller vers nous, dans le sens comprendre ce qu'on dit. Elle se nourrit de ce point de vue. Mais j'aimerais revenir sur le point du libéralisme que tu as évoqué, et du libertarisme. Pourquoi ça se rejoint ? Parce que tous les deux, le courant libéral économique et le courant libertarien culturel, ont un ennemi commun, qu'ils vont qualifier de totalitarisme. Et en fait, qu'est-ce qui va être désigné par le concept de totalitarisme, qui est un concept, je le signale, inventé par une philosophe libérale, Hannah Arendt. Enfin, c'est pas inventé, mais elle le conceptualise, c'est l'une des premières à le conceptualiser, ce concept. Et puis c'est conceptualisé aussi aux États-Unis dans les années 1950, notamment par Zbigniew Brzezinski, qui est devenu par la suite le conseiller secrétaire d'État de James Carter, tous ces néolibéraux. Et ils disent quoi dans le fond ? Ils disent le totalitarisme, c'est simple. C'est lorsque vous avez la volonté de faire en sorte qu'il y ait un projet global, général, collectif, qui puisse exister au sein d'une société. C'est ça pour eux le totalitarisme dans le fond. Alors évidemment, ils vont partir du fait qu'il y a de la police politique par-ci, je ne sais quoi, mais ils expliquent que dès que vous avez le projet collectif d'avoir une volonté générale qui va imposer des contraintes à un moment donné. Pour le bien commun. Pour le bien commun. Alors, justement, c'est là où ils sont très forts. Leur totalitarisme, ils vont fondamentalement faire exprès de confondre le nazisme et le communisme. Et en réalité, en faisant ça, il s'agit de quoi ? Non pas de dévoyer le nazisme parce qu'il n'a pas besoin d'être dévoyé. Ça, c'est une loi de l'Europe, ça, qui est en train d'être passée. Oui, tout à fait. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est plutôt pour dévoyer le communisme. Et je me permets de signaler un extrait qui permet de ramener à tout ce que nous avons dit d'un historien américain qui s'appelle Michael Scott Christopherson et qui a publié en 2009 un ouvrage qui s'intitule, en 2009 en France, Les intellectuels contre la gauche, l'idéologie antitotalitaire en France.
Je vous lis un passage parce que ça permet de comprendre le lien qui existe entre libertarisme, libéralisme d'une part, et le combat contre le marxisme, léninisme. Au cours de la seconde moitié des années 1970, une vigoureuse offensive contre le totalitarisme de gauche, entre guillemets, a ébranlé la vie politique française. Dans leurs livres et leurs articles polémiques, dans les journaux et la télévision, les intellectuels antitotalitaires, je vous traduis, c'est les Glucksmann, les Cohn-Bendit, les Bernard-Henri Lévy, tous ces gens-là. Les intellectuels antitotalitaires ont bruyamment dénoncé sur un ton dramatique la filiation entre les conceptions marxistes et révolutionnaires, y compris la Révolution française, il faut préciser, et le totalitarisme. Issus eux-mêmes de la gauche, non marxiste, et ne craignant qu'une faible opposition de sa part. Les antitotalitaires ont bientôt marginalisé la pensée marxiste et réussi à saper la légitimité de la tradition révolutionnaire française. Robespierre et compagnie. Ils ont ainsi ouvert la voie aux solutions politiques postmodernes, libérales et républicaines, je mettrai des guillemets, républicaines modérées des années 1980 et 1990. Là, ça nous amène à la fin de l'histoire politique. De Fukuyama. Le succès, l'omnipotence de l'économique qui nous amène à la merde actuelle, Oui. où les gilets jaunes, c'est le politique qui revient avec ses bottes et puis son gilet jaune sur les ronds-points, sur les péages, sur les manifs, chaque samedi, sur les Champs-Élysées. Ça s'appelle la démocratie. Et ça revient de façon organique. Mais le libéralisme, il est totalitaire aussi par essence même. Parce que comme c'est basé sur l'égoïsme, il n'y a pas de limite en fait dans l'accumulation des richesses, dans l'achat à crédit, dans la spéculation. Finalement, il n'y a rien qui va... La planète va être trop petite en fait pour le libéralisme. Ah bah, c'est très simple par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, le libéralisme est profondément totalitaire, et le néolibéralisme, sa dernière version d'ailleurs, l'est encore plus quelque part. Alors le néo, c'est... Le néo, en fait, c'est extraordinaire, parce que ce sont des gens qui effectivement reprennent les principes du libéralisme en les étendant, mais avec en réalité une volonté de transformation du monde tel qu'il existe, voilà, pour imposer un néo-sujet. Pourquoi je te dis ça ? Le néo-sujet ? Permets-moi de te lire un extrait d'un ouvrage très intéressant qui a été publié il y a 10 ans. C'est un ouvrage qui s'appelle « La nouvelle raison du monde ». Les deux auteurs s'appellent Pierre Dardot et Christian Laval. Attention, dans cet ordre, c'est pas Pierre Laval et Christian Dardot, ce serait bête. Et la nouvelle raison du monde, je vais vous lire là aussi un extrait parce que tu viens de dire le mot important. Le libéralisme, et notamment dans sa version néolibérale actuelle, est un totalitarisme et antinomique avec la démocratie profonde. Je lis un passage de cet ouvrage. Le moment néolibéral se caractérise par une homogénéisation du discours de l'homme autour de la figure de l'entreprise. Donc on voit déjà ce qui est au cœur. Cette nouvelle figure du sujet opère une unification sans précédent, donc une unification, des formes plurielles, je vais expliquer le passage, des formes plurielles de la subjectivité que laissait subsister la démocratie libérale. Je m'explique, avant, on pouvait être un travailleur, un citoyen, un père de famille, etc. Tout ça vole en éclats avec le néolibéralisme. Parce qu'on va être totalement subordonné à l'entreprise, je dirais à l'entreprise, pas au travail. À l'ubérisation de la société en fait. Ouais. C'est la réification de l'homme. L'homme n'est plus l'homme, mais c'est juste un salarié ou un auto-entrepreneur pauvre, quoi. Et j'en profite pour terminer sur un passage, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Les grandes proclamations sur l'importance du facteur humain, entre guillemets, qui pullulent dans la littérature du néo-management, doivent être lues à la lumière d'un type de nouveau pouvoir. Deux points. Il ne s'agit plus tant de reconnaître que l'homme au travail reste bien un homme, qu'il ne se réduit jamais au statut d'objet passif. Il s'agit de voir en lui le sujet actif qui doit participer totalement, s'engager pleinement, se livrer tout entier dans son activité professionnelle. Uber. Et évidemment en se taisant, en la fermant. Ben oui, parce qu'il est petit patron. Mais évidemment. Il ne peut pas, il a la corde autour du cou. Voilà. L'homme est transformé en quelque chose d'autre. Il est transformé en une chose. Oui, il est réifié. Il n'est plus citoyen. Et donc ça nous amène à la troisième partie, démocratie et esclavage. Parce que, et d'autant plus que là tu viens de dire un mot important, transformer en chose. Dans l'Antiquité, parce que ça commence là, dans l'Antiquité, l'esclave, il est considéré comme une marchandise. C'est l'esclave marchandise. Et d'ailleurs, pas que dans l'Antiquité. En réalité, encore aujourd'hui.
Et puis ça l'a été avec les Africains qui ont été déportés vers l'Amérique, etc. Autrement dit, c'est Ou un les boucaniers, ils avaient des Oui. contrats de 5 ans, ils s'étaient payés à la fin Oui. du contrat. Donc l'intérêt du maître, c'était de les faire crever avant les 5 ans. Et là où tu as raison, c'est que c'est même pas seulement l'esclavage. Il y a eu le travail forcé, il y a eu le travail exploitant, c'est-à-dire l'exploitation par des maîtres qui embauchent comme ils Bah, veulent. les mines. Voilà, exactement. Non mais on est clairement là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Bah, c'est que, en fait, cet esclavage, il est considéré comme étant naturel. Mais pas seulement par ceux qui l'imposent, par ceux qui sont transformés en esclaves, non pas qu'ils le pensent à la base, mais progressivement, inconsciemment ou non, cette idée rentre dans leur tête. Donc, Fatalité, ouais, c'est comme ça. c'est comme ça. On ne peut pas changer les On ne choses, peut pas. C'est la volonté. c'est comme ça. C'est comme ça. Et Et j'insiste. puis regarde un peu la télé, et puis va te coucher, un suppôt au lit, et demain, voilà, une nouvelle journée. Ouais. Bon, on l'a tous fait aussi, ça. On l'a tous fait. Mais ce qui est intéressant, parce que tu parlais de l'esclavage, c'est que la démocratie, elle naît lorsque l'esclavage disparaît. Et la question est de savoir quand. Sous la Grèce antique. Il y a 2500 ans, lorsqu'on appelle la démocratie d'Athènes, très franchement, la démocratie d'Athènes, entre parenthèses, c'était seulement 10% de la population. Les citoyens ne représentaient que 10%. Les plus riches. Exactement. Ceux qui pouvaient se permettre d'être libres. C'est le rêve d'Emmanuel Macron, dans le fond, hein, disons-le clairement. Eh Bah, bien, c'est le rêve du libéralisme, du évidemment, néolibéralisme. évidemment. C'est-à-dire C'est le rêve de la banque aussi. de toute façon, la banque, elle prête beaucoup plus facilement à des gens riches et bien nés parce qu'ils sont tous issus du même milieu social et intellectuel. Donc, c'est très simple. Et ce qui est certain, c'est que la démocratie, elle naît il y a 2500 ans en Grèce. C'est une réalité de ce point de... Alors, c'est une réalité. Disons, c'est un des actes de la naissance, un des moments de la naissance de la démocratie. Et c'est dû à quoi? C'est ça qui est central pour que les auditeurs comprennent bien. C'est le moment où l'esclavage pour dette est supprimé. Alors c'est quoi l'esclavage pour dette? En fait, c'est très simple. Ça signifie qu'à l'époque, lorsque on était un petit paysan, petit agriculteur, petit commerçant, qui s'était endetté pour essayer de développer sa petite boutique, si j'ose dire, pas forcément dans une logique de profit capitaliste, ça pouvait exister aussi, hein, d'ailleurs, au demeurant, mais tout simplement pour pouvoir vivre de son activité, il y avait déjà des banques, hein, dans l'Antiquité, ça existait. Il se trouve que, par définition, le problème, si on était incapable d'honorer des dettes qui avaient été contractées, notamment auprès du monarque, parce que Athènes, avant d'être ce qu'on appelle une démocratie, c'était une oligarchie qui contrôlait la ville, une aristocratie en l'occurrence, et puis avant encore, c'était une monarchie. Le principe est simple, tu es incapable de payer ta dette, tu es esclave. Et tes enfants sont esclaves aussi? Par Est-ce que ça se définition, transmet, ça? l'esclavage? Ah bah oui. C'est comme la dette. Parce que pour être citoyen, il fallait être né d'un père citoyen et ça c'est notamment sous Périclès que ça se met en place au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour être citoyen, c'est-à-dire homme libre, il faut être né d'un père citoyen et d'une mère fille de citoyen. Et donc là, ça nous ramène au fait que chaque enfant qui naît actuellement en France, à tous nos amis qui vont être parents, et puis à tous ceux qui ont des gamins, vos gamins, vous, tout le monde doit combien? 35 000? 38 000 Je ne euros connais pas le montant, mais de la dette officielle, parce qu'il y a la dette de l'État Ouais, caché, il y a la bien dette sûr. des collectivités locales, des municipalités, enfin bref, mais des régions, mais de la dette de l'État, je crois que c'est plus de 35 000 euros par personne. Donc là, on a un esclavage par la dette. ce qui est sûr, pour poursuivre la logique avec la démocratie, parce que la dette, il faut bien s'entendre, la dette c'est un vieux problème, si j'ose dire. Déjà en 1788, on parle de la dette sous Louis XVI, etc. Donc la dette, Sous Hugues Capet, mais pour remonter. il faisait banqueroute, évidemment. il faisait défaut de paiement, Mais bien sûr. il coupait la tête des créanciers, ou les brûlait, ou avant ou après, enfin bref, ils avaient des méthodes expéditives. Mais la dette, elle a commencé à exploser à partir de 79. Depuis 79, c'est 1400 milliards d'euros d'intérêts de la dette qui ont été volés sur le travail des Français, qui ont été ponctionnés pour aller alimenter les prêteurs de dette. Ouais. On n'a jamais voté pour ça, c'est Ah bah odieux, non. c'est illégitime. Oui. T'imagines bien que nous, ce qu'on veut, c'est aller récupérer ce pognon qui a été volé, pas seulement celui-là, Ce pognon de dingue, comme on dit. mais aussi tous les frais bancaires abusifs, etc. Tu vois un ATD, tu as déjà la corde autour du cou, tu ne peux pas payer tes impôts, l'État vient se servir sur ton compte, donc tu vas passer à découvert, mais un avis à tiers détenteur,
ta banque va te prendre entre 65 et 75 euros. Tu vois, pour vraiment te mettre la cartouche supplémentaire. Alors que ça coûte quoi? Même pas un cent. Au niveau informatique, c'est même pas le prix de l'électricité pour la data. Donc t'imagines bien que tout ce pognon qui a été volé depuis des décennies, on va pas s'asseoir dessus. Bien mal acquis ne profite jamais. Et là, avec l'informatique où tout est noté, tout est stocké dans la big data, on va trouver qui c'est qui s'est enrichi, où est-ce que ça a été, et on va aller le prendre et le redonner aux personnes qui ont été volées et spoliées, c'est-à-dire le peuple. Alors, tout ce que tu as dit est important et j'aimerais préciser 2-3 éléments. Premièrement, il faut bien comprendre que la dette est un faux problème d'un certain point de vue, en ce qui concerne notamment l'État. J'insiste sur la dette de l'État. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'argumentation qui est toujours sortie pour justifier la mise en découpe, l'ouverture à la concurrence et dans le fond la disparition des services publics tels qu'ils existent. On argue du fait qu'il y a une dette, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de dette, elle existe. Simplement, on explique que les services publics... Elle est légitime. Comment? Elle n'a pas été validée par un référendum. Elle a été... Donc, évidemment. Ceux qui l'ont signé cette dette, au niveau du directeur de la Banque de France, au niveau du ministre des Finances, etc., c'est eux qui sont responsables de cette dette. Nous sommes bien d'accord. C'est pas nous. Mais non. Et pourquoi on le serait d'ailleurs? Donc cette affaire, c'est de l'escroquerie de haut vol, c'est de la haute trahison. Oui. Comme par hasard, Sarkozy a fait sauter dans la Constitution la haute trahison. Oui, c'est mieux de l'avoir fait d'ailleurs pour eux. C'est mieux de l'avoir fait pour eux. Il faudra qu'on la remette la haute trahison. Toutes ces personnes, donc on imagine bien qu'ils ne sont pas à regarder nos vidéos, mais les renseignements territoriaux le font. Il y a des chances. Mais j'aimerais rebondir sur... un petit coucou pour eux, à un moment ou à un autre, vous travaillerez pour le peuple. Et vous irez chercher ceux qui sont responsables de cette escroquerie en bande organisée, de ce vol du peuple en bande organisée, parce qu'on ne va pas s'asseoir sur ce pognon. Tu as dit quelque chose d'important qui fait le lien avec la dette. Et j'aimerais revenir au terme de la démocratie, parce que c'est là que ça compte. Qu'est-ce que la démocratie, dans le fond, qui, encore une fois, est dans le fond fortement antinomique au libéralisme? Ça n'a rien à voir. On a voulu faire croire que la démocratie libérale, c'était totalement naturel et tout. La réalité, c'est que c'est très opposé, la démocratie. Ou la démocratie de marché, la société de consommation. Tout à fait. La démocratie, elle nécessite, pour qu'il y ait un fonctionnement, que ce qu'on appelle le peuple, la souveraineté, je dirais, le pouvoir de décision qui est populaire et national, au niveau de la nation, soit exercé dans 3 domaines que nous ne maîtrisons plus depuis, en gros, au moins 40 ans. Ça dépend des domaines. Premièrement, le volet législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que dans le cadre de l'Union européenne et depuis notamment l'arrêt Costa de 1964, même si ça existait déjà avant, c'est simple, le droit communautaire est supérieur. Il y a primauté du droit communautaire sur le droit français. Et puisque tu veux un exemple de ce qu'on vient de dire... Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on était sous occupation, le droit allemand avait primauté sur le droit français. Si tu veux, Vichy avait la possibilité quand même de faire ses lois. D'ailleurs, dans la zone occupée, à Paris. Ah oui, évidemment. La traversée de Paris. Oui, Gabin, Bourville, les cochons. Oui, voilà. De ce point de vue, oui. Il y a la zone de la fausse zone libre, la zone dite libre qui est en fait complètement dominée par l'État français de concert avec les Allemands. Mais je passe ceci, le pouvoir de faire la loi. Et j'insiste dessus parce que, justement, à partir du moment où il faut appliquer, c'est une obligation, où il faut appliquer les directives qui sont adoptées au niveau européen, on n'est pas libre d'être d'accord avec ces directives ou pas. On n'a pas le choix. Un seul exemple, pour faire le lien avec l'argent, en avril 2016 avait été adoptée une directive au niveau de l'Union européenne par le Parlement européen et le Conseil des ministres qui empêchait de lever vraiment le secret des affaires. Autrement dit, on protège le secret bancaire, le secret des affaires. Et comme c'est une directive votée au niveau européen 2 ans après, en avril 2018, la majorité Godillot de LREM a fait passer cette loi. À l'époque, tout le monde a dit c'est scandaleux. Certes, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça a été décidé de toute façon au-dessus parce que... Le scandale, c'est qu'on est une putain de colonie. C'est qu'on n'a pas de souveraineté. On n'est pas... législative aucune. Ni monétaire. Ni monétaire, c'est le deuxième point qui pourtant est à la base, c'est une fonction régalienne qui fait que grâce à la monnaie, on est en mesure, grâce à la politique monétaire, on est en mesure de pouvoir décider du destin monétaire d'un pays, quelles que soient les options choisies, on est bien d'accord. Et je signale qu'à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne, qui, soit dit en passant, est toujours indépendante,
et applique toujours les critères de Maastricht de 1992, ceux qu'on se prend dans la gueule depuis 30 ans. Elle est dirigée par qui à l'heure actuelle? C'est très intéressant depuis quelques mois. Par Christine Lagarde, ancienne ministre sous le gouvernement Fillon, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et qui a été directrice du FMI. Et elle-même a succédé à qui? À Mario Draghi, qui est un ancien de Goldman Sachs. Et lui-même avait succédé à qui? À Jean-Claude Juncker, non, à José Manuel Barroso, pardon, à José Manuel Barroso, qui lui a trouvé un boulot depuis quelques mois chez Goldman Sachs. C'est très intéressant quand même de voir comme le monde est petit. Et puis le troisième point, c'est pour définir une démocratie, la somme des vertus, le bien commun, enfin l'incarnation du bien commun, c'est le budget. C'est fondamental, et là aussi, contrairement à ce que l'on croit, alors c'est marrant parce qu'on entend toujours parler à la télévision, il y a un débat, les députés qui débattent pour savoir voter le budget, etc. Mais il y a un seul problème, c'est que le budget, depuis 8 ans, doit être soumis, selon la règle d'or européenne, qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité, c'est la même chose, c'est la même saloperie, il doit être soumis à l'approbation de la Commission européenne. Et c'est pour ça qu'il y a quelque temps, en Italie, l'année dernière, le budget du gouvernement s'est fait retoquer par la Commission européenne, en réalité pour des raisons essentiellement politiques. Pourquoi? Parce qu'il est inacceptable de sortir des clous du traité de Maastricht de 1992, et donc par conséquent, on est complètement prisonnier sur les 3 points qui ont été à la base de la démocratie. Là, moi j'amènerais bien un autre point, c'est démocratie et libéralisme, lequel est le plus favorable à l'écologie. Et ça, c'est pour nos amis qui sont de sensibilité XR. Parce que tu sais qu'il y a des gros combats en interne entre XR France et XR Angleterre. Oui. Parce que XR Angleterre, bon les gars, voilà, ils sont dans la matrice. Voilà. Mais XR France, il y a beaucoup de gilets jaunes. La question sociale prime. Et ils ne se font pas avoir au niveau des financements. Et ils ne se font pas avoir au niveau de la suppression de l'échelon national pour protéger en fait les citoyens. Bien sûr. Tu vois, alors que les autres XR, eux ils se sont fait avoir et c'est plus de nations, vite, le nouvel ordre mondial, mais vert. Hein. Et il va être vert parce que... Pas en vert. Voilà, pas en vert parce Pas qu'on en va être vert. gentil, on va les envoyer dans l'espace Ouais. et ils vont voir comment la Terre est belle d'en haut et donc ils vont arrêter leur libéralisme. Le libéralisme, est-ce que c'est compatible avec l'écologie? Parce que comme c'est basé sur l'égoïsme de chacun, donc on pousse à la société de consommation, on pousse à se goinfrer, à être des gros culs d'Américains, à avoir des 4x4 énormes, des bides énormes, de consommer du McDo, de polluer comme des porcs, et puis finalement La réponse est dans la question. de saccager la planète. Mais la réponse est dans la question. Enfin voilà, la réponse est dans la question, c'est très clair. Le libéralisme, encore une fois, j'insiste, c'est l'égoïsme. C'est la volonté, avant tout, de satisfaire son intérêt personnel, sa volonté, notamment, et les libéraux, c'est ça qui est très intéressant, insistent en particulier sur le fait que ce que cherche l'être humain avant tout, c'est son profit. Ils utilisent le terme, son profit, pour lui, pour en jouir comme il le souhaite. Et pour cela, il doit pouvoir exploiter comme il le faut la planète, etc. J'insiste dessus parce que c'est vrai que pour les libéraux, ça peut paraître surprenant d'entendre ce genre de discours. On voit fleurir tout un ensemble de vocabulaire concernant de concepts comme les technologies vertes, la finance verte, même le développement durable. C'est une supercherie absolue ce terme. Je le signale parce que c'est un terme qu'on doit toujours utiliser dans les cours d'histoire-géographie. Mais c'est une plaisanterie. C'est absolument une plaisanterie de ce point de vue. Et si vous permettez, par rapport à ça, j'aimerais quand même citer Marx. Direct, Marx. Ah bah oui. Bon bah écoute. Mais oui, parce qu'il faut bien comprendre que Karl Marx, quand il a aussi alors ça ne veut pas dire qu'il l'a parfaitement, comment dirais-je, développé sa pensée, mais il a parfaitement compris ce qu'était alors là, le capitalisme, mais dans le fond, le libéralisme recoupe parfaitement le libéralisme. Parce que, il faut faire un petit peu... Il y a le capitalisme entrepreneurial. On est chez des gens qui ont mis de la sueur, des économies, qui se sont sacrifiés pour avoir un projet et avoir une petite échoppe où on boit du bon vin et on mange de la bonne nourriture. C'est du travaillisme, si tu veux. Et puis, de l'autre côté, tu as la spéculation. C'est du travail. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut, de ce point de vue, séparer capitalisme et travail. D'ailleurs, le capital s'oppose au travail, dans le fond.
Le capital n'est jamais là pour rémunérer le travail, il est là pour en tirer, l'exploiter au maximum, pour en tirer le profit le plus haut possible. Donc le capital s'oppose en réalité au travail. Et j'insiste parce que effectivement, le petit gérant, artisan, commerçant, épicier, etc., il travaille. Il est dans cette logique de travail. Ah, il mouille le maillot, hein. Le gars se sacrifie. Ça, je ne le nie pas. Mais je reviens à ce que je disais à propos. Il y a beaucoup, surtout au niveau de la gauche, qui critiquent les marxistes, beaucoup de la gauche non marxiste, qui critiquent les marxistes là-dessus, en disant vous êtes pour la collectivisation intégrale des grands moyens de production, la propriété des grands moyens de production. Alors ils vont plus loin que ça, ils disent de tout. Oui. C'est-à-dire que ta trousse, tu vois, tes stylos, ton appart, ta femme aussi, tu vois, ça appartiendrait à tout le monde. Non, mais ça la trousse, c'est un bien meuble. Une épouse, c'est une épouse. Voilà, c'est une décision, pour le coup, c'est un choix d'individu. Non, mais tu sais, c'est la grande de ces philosophes comme BHL, à la fin des années 80. Oui. Évidemment qu'ils vont dire ça. Pourquoi ? Ah oui, parce que le Parti communiste, c'était un contre-pouvoir à la puissance de l'économie. C'était un contre-pouvoir politique. Oui, Maurice Thorez, il n'a jamais dit qu'il allait partager Jeannette avec tout le monde. Mais je reviens à ce sujet, sur la pensée écologique. J'aimerais juste citer ce que disait Marx à propos de l'écologie. De l'écologie, en tout cas il en parle, mais en lien avec l'exploitation dans le sens, le système de production capitaliste. La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en ruinant dans le même temps les sources vives de toute richesse. 2 points, la terre et le travailleur. Ah ouais, quand même. Voilà ce que dit Marx. Bon, pas mieux. Alors, c'est marrant, juste pour rebondir. Tu sais, sur notre rond-point de Montlhéry, on avait mis notre charte, tu sais, on l'avait mis sur un grand panneau blanc, en fait, à côté du Brasero, et c'était l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Oui. On l'avait écrit en grand, en fait, sur notre rond-point. Nous sommes partisans, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, grosso modo, pour aller servir la France insoumise, ni le Front National. On avait dit, on est asyndiqué, mais éminemment métapolitique. La politique au sens neutre du terme, on essaie de réfléchir. Bon, les pieds dans la gadoue, sous la neige, voilà, non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en écrivant que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel, on était anti-libéral. Oui, sachant que j'insiste sur un point, parce que l'impression que ça pourrait donner à partir de là, c'est que par définition, il ne peut avoir soit qu'un intérêt collectif, soit qu'un intérêt individuel. Dialectiquement parlant, les deux sont compatibles, mais à condition de hiérarchiser. Je veux dire par là pas tout le temps. Évidemment. Sur la voie publique et dans le combat politique, évidemment que l'intérêt collectif est plus important la volonté générale. Voilà. Que l'intérêt individuel. Par contre, chez toi, quand tu es à la maison, voilà, c'est normal, il faut faire la part des choses. Oui. Voilà, on est bien d'accord. Dans ce qu'on appelle la vie publique, c'est-à-dire politique et sociale, la volonté générale doit dominer. Et dans la sphère privée, en effet, je veux dire, tu es chez toi, tu as le droit de lire le livre que tu veux, etc. Ça, c'est... voilà. Mais là, ça nous implique, ça nous amène au fait que le citoyen, l'habitant, doit devenir citoyen dès qu'il passe dans la zone publique. Oui. En fait, dès qu'il est au contact des autres, l'habitant doit devenir un citoyen, donc doit se responsabiliser par rapport à tous à tous ses devoirs. On sait s'il y a quelqu'un qui se casse la gueule sur une plaque de verglas, c'est inné, on va l'aider. Et il y a un chien qui s'est échappé, on va essayer de le rattraper. Ça, c'est du bon sens. Mais au-delà de ça, le système, cet ordre néolibéral, nous a amené à l'état d'habitant et de consommateur. Tu as dit un mot important, et pour moi, je considère que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il s'est développé, tel que nous, et alors notamment les Gilets jaunes constituant 91 ont développé, là où la plus grande victoire qui a été remportée pour moi, c'est le fait que ça a redonné un sens, en effet, cette bataille au nom de citoyens. Ce sont des personnes qui jusqu'alors, c'est comme ça que je le vois, qui jusqu'alors étaient avant tout, si ce n'est exclusivement, consommatrices, des consommateurs. Or, le consommateur, ce n'est pas un citoyen. Le consommateur, c'est quelqu'un qui se retrouve relégué dans la sphère privée pour satisfaire sa petite volonté immédiate
et que l'on a étendu. Même transformé en une accumulation de data Bah évidemment. par le système. Oui, bah évidemment, parce qu'en plus... C'est même plus un humain, c'est une chose, bien sûr. C'est un profil, c'est un avatar. Oui. Le consommateur, c'est l'anti-citoyen. Et le citoyen, c'est l'anti-consommateur. Parce que le citoyen, ça vient de quoi? Ça vient du mot cité. Et cité en grec, c'est la police. P-O-L-I-S, la police, dans ce sens-là. Donc, autrement dit, c'est le citoyen, c'est celui qui s'occupe des affaires de la cité. Autrement dit, qui fait de la politique. Police, politique. Et ça, c'est fondamentalement dérangeant, notamment pour l'ordre néolibéral capitaliste tel qu'il Et existe. pour les magouilleurs, Mais et pour les gamelleurs. Mais c'est évident. Parce qu'eux font de la politique Mais évidemment. pour leur profit personnel, égoïste, en libéraux. Bah évidemment. Évidemment. No comment. Et d'ailleurs, de ce point de vue, j'insiste, je répète, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le retour du citoyen, c'est-à-dire la volonté véritablement qu'existe la démocratie et qui ne peut pas être libérale. Le bien commun. Le bien commun. Alors, on va finir par la conclusion. Quelle démocratie pour les pauvres? Bah, en fait, voilà, c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur parce que dans le fond, jusqu'à présent, si on regarde l'histoire, ceux qui ont construit ce qu'ils appellent la démocratie libérale, en fait, ce sont des libéraux qui ont pour ambition de satisfaire leur égoïsme, leur désir individuel, sous les... On voit BHL, hein. Ouais, on voit avec ses chemises blanches, bien sûr. vautré dans son Bien riad. sûr. C'est des jouisseurs. Ils sont pas du tout dans la spiritualité. C'est des gens très matérialistes. Ouais. Ils veulent des grosses montres. Qu'est-ce qu'ils disaient ces gars-là? Si t'as pas une Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie. Oui, quelque chose. Et puis Sarkozy même avait repris ça, il était heureux. J'aurais des anecdotes à vous raconter à ce sujet, mais je vous les épargnerai. Mais c'est vrai que c'est un peu ça le principe. C'est l'autre qui mange du homard. Enfin bref, Oui, ils sont là pour se goinfrer. Oui, Voilà. se gaver, vraiment. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a appelé la démocratie, et d'ailleurs, si vous écoutez bien, le pouvoir en place et tous ceux d'avant, ils ne disent jamais démocratie libérale. Ils disent démocratie, pour effacer l'aspect libéral, le libéralisme, qui est en fait leur pratique profonde du pouvoir. Parce que le libéralisme, c'est quoi? C'est la doctrine des riches. La démocratie, effectivement, c'est par définition le pouvoir pour le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est quoi? Bah, c'est ce que Marx appelait le prolétariat, ce sont les gens pauvres, les gens de peu, les gens qui n'ont pas les moyens. Et bien par rapport à ça, moi j'aimerais citer deux passages, si c'est possible, et voilà. Vas-y, citoyen. Alors, de- c'est Lénine, c'est ça? C'est Lénine. Voilà. C'est Lénine qui a publié. Alors, il a publié pas mal d'ouvrages qui sont relativement courts, hein, dont l'un date de 1917 et qui s'appelle L'État et la Révolution. Le premier passage est intéressant parce qu'il renvoie exactement à la situation actuelle, c'est-à-dire les dirigeants libéraux qui ne veulent surtout pas que les gens de peu, que les gens de rien s'occupent des affaires politiques. Voici le passage en question. La société capitaliste, considérée dans ses conditions de développement les plus favorables, nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l'exploitation capitaliste. Et de ce fait, elle reste toujours, quant au fond, une démocratie pour la minorité, uniquement pour les classes possédantes, uniquement pour les riches. La liberté en société capitaliste reste toujours à peu près ce qu'elle fut dans les républiques de la Grèce antique. Et vous voyez qu'il fait référence à la Grèce antique. Une liberté pour les propriétaires d'esclaves. Par suite de l'exploitation capitaliste, les esclaves salariés d'aujourd'hui demeurent si accablés par le besoin et la misère qu'ils se, entre guillemets, désintéressent de la démocratie, toujours entre guillemets, se désintéressent de la politique, et que dans le cours ordinaire pacifique des événements, la majorité de la population se trouve écartée de la vie politique et sociale. Ça, c'était il y a plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans. Et maintenant, regardez autour de vous. Nous, en tant que gilets jaunes, quand on voit les gars quand on ouvre les péages, tu vois, les gars qui nous regardent même pas un merci, Ouais. ou à la limite un petit doigt d'honneur, tu vois, parce qu'en plus, bon, Il n'y a rien de pire que l'indifférence. alors qu'on sait qu'on se bat pour eux et Bien pour sûr. l'avenir de leurs enfants, le respect de leurs anciens, etc. Eux, ils sont, et c'est vraiment ce que dit Lénine, les gars, ils sont dans leur bulle de confort intellectuel, Bien sûr. même si les mecs se font ratiboiser au travail, humiliés, etc. Mais ils ont le porno, les cachetons, l'exomile, le bédo si madame regarde pas trop, tu vois, et puis un petit peu d'alcool.
et puis Hanouna, et la télé, et BFM qui les hypnotise. Et puis ils n'ont pas besoin d'autre chose. Tu viens de dire un truc intéressant parce que tu as dit le mot bédo. Il faut savoir que les libéraux, au milieu du 19e siècle, sont les premiers à défendre le libre commerce de l'opium en Chine. Et ça a débouché sur les deux guerres de l'opium en Chine, entre la première 1839-1842 et la deuxième de 1856 à 1860, alors que le gouvernement central chinois ne voulait surtout pas laisser prospérer un tel truc. Donc ça nous amène finalement au fait que ça sert le système, qu'on ait une masse de la population encore et malheureusement qui reste apathique par rapport à notre travail et tout ce qu'on sacrifie depuis un an sur les ronds-points, sur les manifs, tous les sacrifices des collègues qui l'ont pris dans leur chair. Je sais. Ah bah, et comment tous les problèmes de santé, on a des collègues qui sont morts, on ne sait pas de quoi, d'AVC ou d'arrêt cardiaque, parce qu'ils avaient été exposés à des gaz, et puis à des grosses quantités de gaz aussi. Et là-dedans, il y a du cyanure, il y a de la saloperie. Nous, on travaille pour le bien commun. Au départ, c'était une situation, le frigo était vide, donc voilà, c'est une révolte là-dessus. Mais après, en déroulant la cause, des causes, on a vu que là, on tapait dans le dur et ça concernait tout le monde. Ça concernait aussi les profs, les infirmières, les postiers, la CGT, les SNCF, etc. Qu'on a été voir pour dire, mais écoutez, on se bat pour vous, venez nous rejoindre. Au bout d'un an, les gars se bougent parce que là, on touche à leurs intérêts catégoriels. Et c'est le 5 décembre qui arrive. Le 5 décembre, quel que soit, et j'entends bien ce que tu dis parce que je comprends parfaitement, nous qui nous battons pour le bien commun, pour la volonté générale, il est clair que parfois on peut être un peu découragé en se disant mais comment les personnes n'arrivent, j'allais dire même pas à nous soutenir, mais au moins à comprendre. À être hostile. Voilà. Ça, c'est le film Matrix. Dans le film Matrix, il dit à un moment, tu verras, il y a des gens qui sont tellement dans la matrice qui vont être prêts même à tout pour la défendre. Mais je dirais que la grande force que nous avons, c'est notre détermination, notre capacité à comprendre des problèmes et donc à poursuivre quand bien même il y a de l'adversité et tout. Parce que qui craint le loup n'aille en forêt, comme le disait Lénine d'ailleurs. Il ne faut surtout pas reculer dans cette détermination, parce que c'est exactement ce qu'ils attendent en face. Et si nous souhaitons mettre en place ce que tu appelles la démocratie pour les pauvres, pour tout le monde, notamment pour tout le monde, mais avec, pourquoi je dis pour les pauvres? Parce que c'est un état de fait matériel. On fera aussi le bonheur des bourgeois, on fera aussi le bonheur plus bourgeois. Des trous du cul qui ont voté pour Macron et qui seront les prochains à être ruinés. Nous espérons. Alors après, il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, quand on veut mettre en place une telle société, on se retrouve confronté à des personnes qui, à tout prix, refusent de céder le moindre centimètre, j'allais dire, de leur précaré et donc de leur pouvoir. Par conséquent, ces gens-là... C'est le rapport de force. Eh oui. Alors, mais là, ça nous amène là, on pourrait parler de ça, c'est des temps extraordinaires, des temps ordinaires avec la vision marxiste des choses, mais on pourrait aussi dire ces effets de seuil dans la population, c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait au niveau des interviews, mais pas seulement nous, il y a plein d'autres gars qui mouillent le maillot avec des tracts, avec des publications, avec des échanges, avec dans les AG, etc. Tout ce travail qu'on fait un petit peu, tu sais, comme à l'entraînement sur un vieux sac de frappe, tu sais qu'il va péter, tu sais pas quand, et tu donnes tout jusqu'à temps qu'il pète. Et en fait, tu sais pas si c'est le prochain coup, ou dans 1 heure, ou dans 10 jours, tu vois. Mais il y a des effets de seuil qui se passent dans la population. Hier, on était avec des syndicalistes et on a parlé avec la dame qui gérait le bar. Et elle nous a dit mort à la dette. Ouais. Elle n'était pas gilet jaune, elle est tenancière de bar, petit patron, tu sais, la tête dans le guidon, des horaires dégueulasses. Il sacrifie pour produire de la richesse, hein, même si c'est des cafés, etc. C'est quand même des lieux de vie, de passage, bien sûr. De sociabilisation. Et elle nous a dit mort à la dette. Et là, honnêtement, ça nous a fait plaisir parce que tu imagines bien qu'en 68, dans cette fausse révolution de couleur, cette révolution libérale libertaire, il fallait casser l'ancien monde pour tout donner au marché. Il n'était pas question de mort à la dette. Non. Il n'était pas question de taper sur ce que Louise Michel appelait le vampire. Oui. Revenant de sa déportation, je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir planté le pieu dans le cœur du vampire. : la finance. Alors là, c'est pour
notre ami Christophe Barbier, qui comparait Macron à Adolphe Thiers, on ne fera pas la même erreur que Louise Michel. On va s'occuper du vampire en premier, puis après c'est Larbin. Et nous ne laisserons pas Adolphe Thiers faire la même chose qu'il a faite quand il a fait fusiller 30 000 communards en une semaine. Il les a massacrés en une semaine. C'est ce que d'ailleurs les intellectuels bien pensants bourgeois appellent la semaine sanglante. Moi j'appelle ça la terreur et le terrorisme, point barre. Mais chacun son temps. C'était tout le monde, hein. C'était des son vieux, des femmes, des Bien enfants, sûr. etc. En grosso modo, ils avaient pris des baqueux et leur avaient dit, ou des voltigeurs, les gars, c'est à balles réelles. L'air de rien, il y a quand même un général. Enfin, tu sais, il y a, comment dire, dans le haut de la technostructure française et de cette Dans la superstructure. et de ces intellectuels français, c'est pas Luc Ferry qui disait, mais allez, il va falloir tirer, il faudrait que les flics tirent un bon coup Si. là-dedans. Tu vois, on retrouve, tu vois, ces mêmes Ils l'ont toujours atavismes. pensé. Ils l'ont toujours pensé parce que tu as dit le mot central, à un moment donné, on en revient au rapport de force. Ce rapport de force. C'est du racisme de classe. Oh bah évidemment. C'est du racisme anti-pauvre. Mais on en revient au concept de Domenico Losurdo qui me paraît très adapté. Le peuple des seigneurs, le Ehrenvolk, qui est en mesure de décider ce qui est bien pour le reste du monde. Et c'est en train de nous dire que Luc Ferry pense comme un nazi. Ce qui est certain, c'est que les nazis se sont clairement inspirés de cette notion de Ehrenvolk en imitant les propriétaires d'esclaves du sud des États-Unis. Je signale quand même au passage qu'on oublie toujours de rappeler qu'il y a eu des massacres dans des proportions génocidaires, pour ne pas dire une extermination tout court, des populations autochtones lorsque sont arrivés les colons britanniques au XVIIe siècle. Et ça a été la même chose avec les aborigènes en Australie. Les Indiens Caraïbes, ils n'existent plus. Hein. Mais non, il n'y a jamais rien eu avant. Une création ex nihilo, comme s'il n'y avait rien eu avant. Et comme tu parlais du rapport de force, c'est le deuxième passage que je voulais dire à propos de Lénine. Parce qu'à un moment donné, il se pose la question, mais que faire? Ça, c'est aussi un de ses ouvrages de 1902, que faire? Il pose déjà la question. Ce sera peut-être un autre live. On aura la possibilité d'en parler. Mais j'insiste dessus parce que ce que Marx disait déjà, Lénine le reprend, il parle d'une expression qui fait souvent peur, la dictature du prolétariat. Alors comment la définit Lénine pour la comprendre, ce qu'on appelle la dictature du prolétariat? Parce que les gens s'arrêtent au mot dictature, ils ne comprennent rien derrière. Bon, là, on a la dictature du marché. La dictature des banques C'est le et du diktat, capital. c'est le diktat. Voilà. Tu payes pas tes impôts, prison. Et, Saisie sur salaire. et cette Tu payes pas ton crédit, Ouais. ta bagnole, tu vas pas la garder longtemps. Bien sûr. Ni ton appart. Bien sûr que non. Donc là, on est en dictature. Clairement. Tu ouvres ta gueule. Le samedi, tu te fais taper. Ouais. Tu te fais gazer. Tu te fais nasser. Tu te fais crever les yeux. Ah ouais, non, mais il y a Et puis aucun sinon, problème. tu rentres dans un parti politique. Rentre Ouais. à la France Insoumise ou au Front National, tu vois. C'est de l'opposition contrôlée. Ah bah, Nickel. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, et moi j'insiste dessus, le rapport de force, il est central. Et voilà ce qu'on donne comme définition de la dictature du prolétariat, Lénine. Il dit la chose suivante. Or, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire, et j'insiste dessus, l'organisation de l'avant-garde des opprimés en classe dominante pour mater les oppresseurs. C'est ça l'objectif. Ne peut se borner à un simple élargissement de la démocratie, en même temps qu'un élargissement considérable de la démocratie. Donc il parle bien de l'élargissement de la démocratie. Donc à tout le monde. Démocratie pour tout le monde, y compris les pauvres. Et surtout les pauvres. Devenu pour la première fois démocratie pour les pauvres. Démocratie pour le peuple et non pour les riches. La dictature du prolétariat apporte, en plus de tout ce que je viens de dire, apporte une série de restrictions à la liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les capitalistes. Ceux-là, nous devons les mater afin de libérer l'humanité de l'esclavage salarié. Il faut briser leur résistance par la force. Et il est évident que là où il y a répression, sous-entendu répression capitaliste, il y a violence, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Alors là, c'est 1902. C'est toujours l'État et la Révolution de 1917, 1917. mais en réalité, ce concept, Marx le détaille déjà, le développe déjà au milieu du 19e siècle. Alors, par contre, là, sur le moment actuel, Ouais. c'est la nécessité. Là, ça nous amène à réfléchir ensemble. Donc, avec tous les amis gilets jaunes qui nous suivent, c'est l'intelligence collective. Bien sûr. L'intelligence et l'organisation. Quelle démocratie pour les pauvres? Là, on a sur la notion de dictature du prolétariat. Alors, dictature du peuple, dictature. Enfin, tu vois, il y a déjà prolétariat. Ce qui en réalité est synonyme de démocratie. Parce que c'est le grand nombre qui est exploité
qui va Oui, pouvoir... mais là, on a un problème de manipulation et de création de l'opinion publique par la mainmise des oligarques sur les médias pour créer une fausse réalité. La fausse réalité qu'ils ont créée, c'est les gilets jaunes, qui étaient des méchants, des casseurs, et que la police avait raison de les éborgner, les défoncer. Des antisémites, des machins, oui, je sais. Donc, en fait, c'est la dictature du peuple, mais du peuple libéré de la dictature, de la propagande des médias, de masse. Puisque tu parles de cette question médiatique, j'aimerais là encore citer, et je pense que c'est utile, c'est vrai pour les auditeurs, d'avoir quelques références historiques par rapport à toutes ces questions que nous évoquons, pour bien voir le lien qu'on peut faire avec aujourd'hui. À peine arrivés au pouvoir, les bolcheviks en Russie vont adopter un certain nombre de décrets, dont un décret sur la presse qui dit la chose suivante. Chacun sait que la presse bourgeoise est l'une des armes les plus puissantes de la bourgeoisie, pas moins dangereuse que les bombes et les mitrailleuses. Pas moins dangereuse que les bombes et les mitrailleuses. Et donc, il propose à partir de là, parce que c'est la dictature du prolétariat, c'est ce que je viens de lire, pourront être suspendus les organes de presse qui appellent à la résistance ouverte ou à la désobéissance au gouvernement ouvrier et paysan. C'est-à-dire le moment où les ouvriers, les paysans, les salariés essayent de mettre en place une nouvelle loi. Parce qu'il faut bien comprendre que les capitalistes, eux, ne vont pas accepter de ce nouveau monde-là. Alors là, c'est l'histoire. Pour revenir tout de suite sur la situation présente, mais je vais te le faire. C'est la presse oligarchique. Tu veux un lien? C'est BFM, c'est oui. CNews. Écoute, je vais même aller plus loin parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu es en train de dire la chose tout à fait juste, que beaucoup ne comprennent pas. On croit que parce qu'il y a des tas de médias, on est en démocratie. Mais pas du tout. Ils appartiennent à 10 oligarques. Eh bien, tu sais quoi, je vais refaire un tout petit peu d'histoire, mais complètement contemporaine. Je vais te lire un extrait d'un ouvrage d'un philosophe allemand qui a publié quelques temps avant mai 68, la même année, en 1968, L'homme unidimensionnel. Ce philosophe s'appelle Herbert Marcuse. Et j'en profite pour vous donner le passage suivant. De la manière dont elle a organisé sa base technologique, la société industrielle contemporaine tend au totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique terroriste, nazie. C'est aussi une uniformisation économico-technique non terroriste. Économico-technique non terroriste, qui fonctionne en manipulant les besoins au nom d'un faux intérêt général. Une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme spécifique de gouvernement ou de parti, il découle plutôt d'un système spécifique de production et de distribution, parfaitement compatible avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation des pouvoirs, etc. Et l'opposition contrôlée, on retrouve la France Insoumise et le Front National, voilà, en opposition contrôlée et financée. Alors, en ce qui me concerne, je ne mettrai pas sur le même pied d'égalité la France Insoumise, parce que dedans, il y a plein de choses différentes, je tiens à le signaler, il y a de tout. Il y a des courants qui ne sont pas très fréquentables, et il y a d'autres courants qui, en réalité... Je ne te parle pas des électeurs, je te parle des cadres, de ceux qui sont à la gamelle, qui font carrière là-dedans. D'accord. Parce que eux, leur allégeance va ni au peuple, ils n'ont rien à foutre. Ça va même pas à leurs électeurs. Leur allégeance va à ceux qui les ont financés. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, même là, je le dis honnêtement, j'en connais un petit peu personnellement, mais pas des masses d'ailleurs d'une part. Et puis d'autre part, moi, j'ai aucun intérêt à les défendre. Je veux dire, nous, on roule aussi pour notre propre sauce. Alors, il faut rappeler que toi, tu es marxiste-léniniste à l'ancienne, oui. Du PRCF. Du pôle de renaissance communiste en France, à l'ancienne et en réalité, comme tu as pu le constater, d'actualité. Comme tu as pu le constater. Non, mais là, ça nous amène sur quelque chose d'intéressant au niveau de la presse oligarchique. Ouais. Nous, c'était déjà en décembre, on avait fait un tract là-dessus. Il faut rendre l'indépendance au 4e pouvoir. Il faut que les médias de masse appartiennent à leurs salariés, sous forme de coopératives de salariés associés. Comme ça, ils ne pourront plus financer 20 000 ou 30 000 boules par mois des Christophe Barbier ou d'autres farfelus qui t'expliquent qu'il n'y a plus de thunes. Et ils sont payés des ponts d'or pour t'expliquer ça. Et subventionnés par l'État. Subventionnés. De surcroît. Oui, enfin l'État, c'est nous derrière. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, ce qui est important là de voir, c'est la nécessité de libérer le peuple français et tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde de la dette, de l'usure et de la spéculation. Parce que ton dernier texte de 1917, les mots, en fait, ils collent plus avec la situation actuelle. Si, ils collent en partie, clairement. Quand tu parles capitalisme, si.
faut faire la distinction entre capitalisme entrepreneurial, de spéculation. Ne pas oublier, alors il y a deux choses. Le principe du capitalisme rejoint le principe du libéralisme, parce que c'est la volonté de chercher son profit. Et j'insiste là-dessus, parce que il faut distinguer le capital du travail. Moi, on ne va pas empêcher des gens qui veulent travailler de travailler. Seulement, la question est de savoir travailler dans quel objectif. Avoir des fruits du travail pour soi, oui. Partager les fruits du travail obtenus également, oui. Seulement voilà, dans la logique capitaliste, le travail n'est pas du tout mis en avant. Bien au contraire, il est lessivé. Et j'en tiens pour preuve une chose, c'est que les petits exploitants, les petits artisans, les petits commerçants, etc., ils se font lessiver aussi par la logique capitaliste, qui les presse. Bien sûr, c'est les vaches à lait. C'est les vaches à lait. Mais parce que c'est l'essence profonde, encore une fois, du capitalisme. Le capitalisme est là pour tirer le profit maximal pour ceux qui détiennent des grands moyens de production, y compris, j'insiste, dans une production industrielle. Parce qu'il ne faut pas croire que toute production industrielle n'est là que pour faire le bien commun. Non, bien sûr, mais là tu parles du grand capital. Ah oui. Et pas des artisans. Ah bah non, moi les artisans, qu'est-ce que tu veux Ni des petits paysans qui font de la perma, etc. Nous en avions d'ailleurs parlé la dernière fois. Moi, j'ai jamais dit que j'allais prendre le boulanger qui crée le pain et qui pourrait être un pain qui va être utile au bien commun. D'ailleurs, t'as le pain de Carrefour dégueulasse, et puis t'as le pain avec ton artisan boulanger au levain, avec de la farine bio et de variétés anciennes en plus. Mais nous sommes bien d'accord. Ça, nous sommes bien d'accord. Et j'insiste sur le point là dont je voulais parler, c'est-à-dire que dans le fond, le texte de Lénine est totalement d'actualité. Au-delà des termes, moi je vois ce que tu veux dire, mais revenons à ce que tu disais, il est totalement d'actualité. Qu'est-ce qui se passe au Chili à l'heure actuelle ? Exactement ce qui se passe en France, exactement ce qui se passe également en Haïti, exactement ce qui se passe en Équateur, en Colombie. Tu as dit ça pète partout. Mais oui, ça pète partout. C'est parce que tout le monde souhaite vraiment arriver au stade démocratique qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que là, il y a une part significative de la population qui n'a plus rien à perdre. Bah non. Le libéralisme arrive dans l'os. Ouais. C'est-à-dire là, on tape dans l'os. Nous, c'est vrai, il y a peut-être un an, il y avait une grande partie des gilets jaunes qui étaient des consommateurs, qui étaient endormis. Le métro, boulot, dodo, voilà. Ouais, mais qui redécouvrent. Par la force des choses. Mais justement. Parce que la force des choses nous a amenés à être sur les ronds-points, à se retrouver entre nous, à échanger, à voir qu'on n'était pas seul à penser comme ça, et puis à identifier par une chaîne de causalité, mais pourquoi on est dans cette merde, pourquoi, et on arrive sur l'oligarchie, la spéculation, la financiarisation de l'économie, et donc ça nous... Et après, effectivement, on a des mots comme mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Mais on ne peut que être favorable à ces mots d'ordre. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a deux camps. Une barricade, il n'y a que deux côtés. C'est simple. Si tu me demandes de quel côté je me situe par rapport à la dette, la réponse est pas de évidente. neutralité, pas de modération. Pas. Ça n'existe pas. On n'attend pas 1946 pour être résistant. Non, ça n'existe pas. Alors, le cinquième pouvoir, le commerce de l'argent, il y a deux solutions. C'est soit l'État qui le contrôle, ou c'est soit lui qui contrôle l'État. Pour toi, en tant que marxiste-léniniste, on imagine bien que... Mais là encore, attention, parce que, encore une fois, oui, je dirais l'État le contrôle, mais dans un premier temps. Parce que l'idée quand même, c'est qu'à un moment donné, l'État c'est quoi ? C'est le monopole de la violence légitime. C'est celui qui contrôle l'État, qui contrôle ce qu'on appelle la violence légitime, ce que Max Weber appelait la violence légitime. Que la monnaie, que l'argent soit sous le contrôle de l'État, oui, mais attention, que l'État lui-même... soit sous le contrôle des citoyens. Non, mais c'est évident. Et que ça ne soit pas des technocrates consanguins surtout pas. Qui font l'ENA depuis plusieurs générations surtout et qui ont planté le pays, qui remettent la patte dessus en toute opacité. Parce que contrôler l'État, c'est créer les nouvelles règles, les nouvelles lois, qui vont faire en sorte que l'argent soit vraiment démocratisé. Ce que Lénine appelle la dictature du prolétariat, et Marx aussi. T'aimes bien le concept, hein Oui, tout à fait. La dictature du peuple. En tout cas, pour le bien commun, merci beaucoup. Voilà.
Si tu peux juste le montrer, parce Évidemment, que... je le montre. D'abord, je remercie encore une fois les Gilets jaunes constituants 91 pour m'inviter, pour me faire l'honneur de pouvoir échanger avec eux. Je dis avec eux en tant que Gilets jaunes constituants 91, car moi-même, je suis un Gilet jaune, marxiste-léniniste. Et t'es constituant. Voilà. Et je suis constituant, évidemment, parce que la constitution de la Ve République... Donc c'est aux hommes et aux femmes libres oui. D'écrire les lois, d'écrire l'histoire, et de les voter. Parce que l'histoire n'est pas finie. Fukuyama peut vous faire croire que c'est la fin de l'histoire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de fin de l'histoire et que c'est nous qui l'écrivons. Merci encore pour tout. Force et honneur. On ne lâche rien. Ça va être un petit peu tard pour aller se projeter sur le dîner du siècle. Hein, c'est ce soir. En tout cas, j'insiste aussi sur un point fondamental. Et j'entends bien ce que tu as dit tout à l'heure, mais il n'empêche que le 5 décembre se prépare maintenant et il ne durera pas que le 5 décembre et c'est uniquement tous ensemble en même temps dans la convergence des luttes, de tous ceux qui sont en lutte, des gilets jaunes, de tous les secteurs catégoriels, quels que soient leurs vices qui peuvent exister. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons espérer faire chanceler l'ordre établi actuel. Avec les moyens qui nous sont donnés. Tout à fait. Dans le cadre de la loi actuelle, en étant pacifique et bienveillant. Au maximum, car voilà. Il ne faut jamais exclure qu'en face, eux, ils ne le sont pas. Ça, c'est clair. Donc le 5, le 6 et puis le 7. Et la suite. Et le 7, c'est un samedi. Mais oui, jeudi 5, vendredi 6. Donc toi, tu vas faire le pont? Le pont peut être très long. Le pont peut devenir la grande vacance du travail et la grande présence dans la rue. Les Gilets jaunes, c'est déjà une convergence en soi. Mais parce que les Gilets sûr. jaunes travaillent pour le bien commun, au-delà des intérêts catégoriels. Vous, postiers, vous, SNCF, vous, infirmiers, vous, urgentistes, vous qui prenez de plein fouet le néolibéralisme dans la gueule, on vous le dit, vous êtes trahis par vos syndicats qui sont achetés. Oui. Non, mais les gars de la base, ils passent la loc. Et ils ont ordre de ne pas bouger. Voilà. Et comme ils veulent, continuer à pouvoir passer la loc et à aider les mecs qui sont encore plus en galère qu'eux, ils sont obligés d'accepter les dictats de la hiérarchie, de la centrale. Mais j'insiste sur ce fait parce que tu sais, les bases. Bien sûr. Elles se révoltent. Bien sûr. En plus dans la la lutte des classes qu'elles n'auraient jamais dû abandonner, en tout cas pour une très grande partie d'entre elles. Voilà. Bah oui. Eh oui. Bah effectivement, la base, elle a été cocu pendant de nombreuses années. Elle voit que les confédérations et les unions nationales, etc., sont financées par Bruxelles, par l'État, par le patronat. Et oui, je sais. Donc tout ça, en plus que les mecs tapent les cotisations des différentes branches et centralisent tout ça au niveau des 3/4, ça reste au niveau des unions centrales. Donc effectivement, les mecs, ils voient que c'était une énorme arnaque, qu'ils se sont fait carotte. Nous, on a un message très clair pour les collègues encartés et syndiqués. Les gars, c'est le moment de mettre sur la table de la véritable démocratie directe. C'est-à-dire des commissions de la base tirées au sort pour auditer en toute transparence et sur une base mensuelle le travail des représentants de votre syndicat. Oh mon Dieu, on va mettre de la lumière, sur les petits arrangements entre amis, plus auditer le pognon, les entrées, les sorties, toutes les affectations de pognon, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que là-haut, en haut des syndicats, il y en a qui se gavent 5, 6, 8 000 euros, 10 000 euros, et puis on se refait son petit appartement, son grand appartement, et puis après, une fois qu'on a bien trahi la base, on va bosser au dîner du siècle. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Ou la Commission européenne. Tu sais ce que tu demandes, en fait? Ça s'appelle en 2 mots le centralisme démocratique. Ce sont les Jacobins sous la Révolution française, c'est Lénine dans la Révolution bolchevique. Le centralisme démocratique. Alors là-dessus, par contre, si tu peux rajouter, tu vois, un petit mandat impératif et révocatoire, ça éviterait que Martinez se soit fait élire grâce aux voix de sa femme à la ville. Centraliste démocratique. Sa femme à la ville, elle a voté contre la base. Parce que la base ne voulait pas de Martinez. Mais elle, comme elle avait le mandat, elle avait le mandat représentatif, elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle a trahi sa base. Elle aurait eu un mandat impératif et révocatoire
tu n'appliques pas le vote de la base, 2 minutes après, t'es parti. Donc, on peut l'appeler comme on veut, centralisme, démocratique, ou est-ce que, les amis, syndiqués et encartés, c'est le moment d'imposer la démocratie directe. Amis travailleurs. Au sein de vos structures syndicales et de vos partis. On a un outil extraordinaire. Regardez, des glands comme nous, on arrive à utiliser des smartphones pour parler en direct. On peut auditer le travail et les finances à tous les échelons des syndicats et des partis. Et amener de la transparence. On en a marre d'être cocu, on en a marre d'être manipulé, on en a marre de cette fausse opposition. On voit très bien, on voit clair maintenant. Donc les amis, rien n'est perdu. Non. Force et honneur, on ne lâche rien. Les camarades, et tous dans la rue, tous ensemble en même temps, nous vaincrons. Et ça va zouker le 5. Ah ouh.